Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette toute dernière table ronde du Printemps de l'économie qui va cette fois porter sur l'économie numérique et l'intelligence artificielle en Europe et en particulier sur les moyens de combler le retard européen en la matière vis-à-vis des États-Unis. Je souhaite également la bienvenue à tous ceux qui nous consultent en ligne, notamment sur la chaîne YouTube du Printemps de l'économie. Moi, je suis Vincent Lequeux, je suis chef d'édition pour le site internet touteleurope.eu et donc j'ai le plaisir d'animer cette table ronde sur un sujet qui n'est pas totalement nouveau. Je n'apprendrai rien à personne en disant que les GAFAM et le monde de l'économie numérique est aujourd'hui dominé en Europe en particulier par certaines entreprises américaines. Et on déplore souvent, depuis maintenant plusieurs décennies, que l'Europe ait plutôt manqué cette première révolution numérique. Aujourd'hui, on s'interroge de nouveau avec un peu plus d'acuité sur la place de l'Europe dans cette nouvelle révolution de l'intelligence artificielle, et notamment de l'IA dite générative avec l'ouverture au public de ChatGPT à la fin de l'année 2022. C'est évidemment une technologie qui suscite beaucoup d'espoir, un certain nombre de craintes, mais voilà, du point de vue économique, l'Europe s'interroge sur sa place et sur les gains potentiels qu'elle pourrait y trouver, des gains en matière de compétitivité, d'innovation. Donc c'est évidemment un enjeu très très important pour l'Union européenne de réussir à trouver sa place et à trouver son rôle en matière d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va évidemment beaucoup parler d'économie plutôt que d'enjeux sociétaux. On explique souvent ce retard. Alors, il y a énormément d'exemples qui pourraient permettre d'expliquer ce retard. On va ici en aborder 4. Les raisons de ce retard sont évidemment multiples. Aujourd'hui, on va se concentrer un peu plus sur notamment les questions de capital humain au sein de l'Union européenne, de l'expatriation donc de ces personnes, de ces cerveaux européens vers les États-Unis, du manque, de la difficulté pour l'Europe de retenir aussi ces cerveaux et puis de retenir ceux qui viennent aussi d'ailleurs, des investissements dans la recherche fondamentale et notamment l'investissement privé en particulier. Des freins à la mobilité des personnes qualifiées sur le marché européen et enfin des problèmes liés à la politique européenne de la concurrence elle-même. Dans l'ordre, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Dominique Redor. Bonjour. Donc vous êtes professeur émérite à l'université Gustave Eiffel, chercheur associé au Centre d'études de l'emploi et du travail du CNAM et membre des économistes atterrés, et vous êtes également à l'initiative de cette table ronde aujourd'hui. Et donc vous allez nous parler plus particulièrement de la fuite des cerveaux. Autre raison du retard européen, je l'ai dit, le manque d'investissement dans la recherche, sujet que nous allons détailler avec Helmut Mood. Bonjour. Vous êtes président de l'université Paris-Dauphine PSL, professeur d'économie, membre du Cercle des économistes et membre du conseil scientifique du Printemps de l'économie. En ce qui concerne la fragmentation du marché et les freins à la mobilité des personnes, on abordera ça avec Stéphanie Boutzmaniuk. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la recherche à la Fondation Robert Schuman. Et enfin, quatrième cause évoquée, la politique européenne de la concurrence, qui est à repenser selon vous. David Kayla, bonjour. Bonjour. Et vous êtes maître de conférence à l'Université d'Angers, également membre des économistes atterrés. Avant de vous laisser la parole à tous les quatre, je souhaitais juste signaler qu'on essayera d'avoir un temps d'échange aussi et de questions du public à la fin de vos interventions. N'hésitez pas également, pour ceux qui nous suivent en ligne notamment, à poser votre question avec le hashtag Printemps de l'écho, questions qui me seront relayées et qu'on pourra poser aux 4 intervenants. Dominique Redor, je vous laisse donc la parole sur la fuite des cerveaux européens. Oui, merci. Donc je vais très exactement m'exprimer sur l'attractivité américaine. Comment se fait-il qu'un si grand nombre de nos jeunes soit terminent des études, soit vont prendre un emploi aux États-Unis, spécialement dans les disciplines, évidemment, qui nous intéressent spécialement aujourd'hui, à savoir l'économie numérique et l'intelligence artificielle. Alors la première réponse qu'il faut apporter, ou le premier élément d'information, concerne la législation sur l'immigration aux États-Unis, qui est extrêmement favorable à attirer et accepter ce qu'on appelle souvent aujourd'hui dans la littérature spécialisée les ressources humaines en sciences et technologies. Ce qu'il faut bien voir, c'est que
d'abord, la législation sur l'immigration concernant ces personnes aux États-Unis est bipartite, voire tripartite, c'est-à-dire que l'administration fédérale exerce un contrôle très important sur la qualification et la discipline des gens qui envisagent de venir travailler aux États-Unis. Et surtout, la deuxième condition qui est indispensable, c'est que ces personnes aient un contrat de travail, un engagement d'une entreprise, d'une université ou d'un laboratoire américain pour pouvoir obtenir l'autorisation de travailler aux États-Unis. Le deuxième point, c'est qu'il faut être clair sur le fait que la sélection est extrêmement sévère. Il y a beaucoup de candidats et finalement relativement peu d'élus. Donc les Américains sont arrivés à créer un intérêt extraordinaire pour leur marché du travail, pour ce type de travailleurs. La sélection est également ciblée, ça c'est une idée qu'on va retrouver tout au long de mon court exposé, à savoir que ce sont vraiment les gens qui sont spécialisés en sciences, technologies, éventuellement management, qui sont recrutés, auxquels on donne la possibilité d'accéder au marché du travail américain. Le dernier élément concernant la législation, c'est qu'il existe, cette législation est extrêmement complexe. Il existe différentes façons d'obtenir l'autorisation de travailler aux États-Unis. Donc je ne vais pas rentrer, bien sûr, dans cette complexité qui irait bien au-delà de cette conférence. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de nombreuses étapes avant d'obtenir ce qu'on appelle la carte verte, c'est-à-dire la possibilité de travailler pratiquement sans limitation de temps, notamment aux États-Unis. Alors, on a parlé de la législation. Maintenant, est-ce que les Américains se donnent les moyens d'appliquer effectivement cette législation et est-ce qu'ils parviennent à attirer les spécialistes des sciences et technologies qui veulent attirer pour leurs besoins d'entreprises, d'universités, etc. Alors, la réponse est positive, on va voir que oui. Maintenant, il n'est pas absolument évident d'apporter une réponse claire à cette question parce que si on regarde les Français, par exemple, on sait très mal à partir du moment où ils sont partis aux États-Unis, quel est leur niveau de diplôme, ce qu'ils font là-bas, quel est leur salaire, etc. C'est pourquoi je vais vous donner quelques chiffres dans la suite de mon exposé qui sont tirés d'une enquête américaine qui s'appelle American Community Survey, qui est un sondage de la population qui réside et qui travaille aux États-Unis et qui inclut bien sûr tous les immigrants, y compris européens. Donc quand on exploite cette base de données, on constate que, par exemple, les Français sont les champions, je ne sais pas si c'est un titre enviable d'ailleurs, en matière de diplôme. C'est-à-dire que parmi les Français qui résident et travaillent aux États-Unis, qui sont d'âge actif, donc pleinement actifs, disons de 25 à 64 ans, il y en a 50% d'entre eux qui ont un diplôme de 3e cycle. C'est donc une preuve parmi d'autres que le filtre est extrêmement efficace. Pour les Allemands et les Anglais, on est avec des pourcentages qui sont un peu inférieurs. Alors j'ai oublié de dire qu'aux États-Unis, il y a 13% de la population de cette classe d'âge qui a un diplôme de 3e cycle, et donc les Français sont à 50%. Donc il y a vraiment un tri qui est extrêmement précis. Alors néanmoins, il ne faut pas en conclure qu'il y a un exode massif de gens que les Français ou les Allemands ou les Anglais quittent massivement leur pays pour les États-Unis. Les effectifs en question sont finalement relativement restreints si on les compare à l'ensemble de la population française, mais encore une fois, c'est extrêmement ciblé sur des gens très compétents et qui sont dans des disciplines particulières qui sont les mathématiques, la physique, l'informatique, etc. Et donc, on peut calculer, pour illustrer ce que je viens de dire, on peut calculer ce qu'on appelle un taux d'émigration, c'est-à-dire, pour un diplôme donné, par exemple, quel est le nombre de Français qu'on trouve aux États-Unis ayant un doctorat par rapport aux personnes qui travaillent en France et qui ont également un doctorat. Ce taux d'émigration est relativement élevé quand on se situe en haut de la hiérarchie, c'est-à-dire qu'on arrive à un taux, suivant les pays, de 5 à 10% des docteurs européens aujourd'hui qui travaillent aux États-Unis, surtout si on est dans des disciplines scientifiques, comme je l'ai dit. Donc, pour terminer sur ce point, on peut dire que non seulement la législation est très précise, mais en plus qu'elle est appliquée de façon rigoureuse
par les États-Unis. Alors, quand on regarde les emplois occupés, toujours sur la même base de données, je ne vous étonnerai pas en vous disant que compte tenu du profil des Européens dans ces pays-là, aux États-Unis, pardon, ils se situent dans la hiérarchie, dans le haut de la hiérarchie des emplois. C'est-à-dire qu'on trouve beaucoup de chefs d'entreprise, enfin plutôt de directeurs généraux, de cadres supérieurs dans les entreprises et dans les laboratoires américains. Et on en vient maintenant rapidement, évidemment, à un élément très important, qui n'est pas unique, mais qui est très important en matière d'attractivité, qui est celui des rémunérations, dont l'enquête que j'ai pu utiliser donne les rémunérations de l'ensemble des gens qui travaillent aux États-Unis. Et en comparant ce que gagnent les Français ou les Allemands ou les Anglais par rapport aux Américains, pour une qualification, pour un niveau de diplôme donné, mettons master ou doctorat, et pour un emploi occupé, la grande surprise, c'est que les salaires européens sont supérieurs aux salaires américains. Alors mon ami Moub, évidemment, va être étonné, qui est un spécialiste des questions de migration, de voir qu'on a des immigrants qui touchent des salaires qui sont supérieurs aux Américains de naissance. Alors l'explication, en fait, est assez simple, c'est qu'on trouve précisément les Européens dans les entreprises qui payent le mieux et dans les secteurs qui payent le mieux. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, les écarts entre les secteurs d'activité et les entreprises sont encore plus élevés qu'en Europe. Et donc, à partir du moment où ils sont concentrés dans ces secteurs, on a des rémunérations qui sont très élevées. Et quand on descend au niveau des entreprises, les entreprises que j'ai identifiées comme employant le plus d'Européens, ça va être sans surprise, hein, Google, Amazon, Facebook, l'université de Harvard, Microsoft, la Banque mondiale, l'université de Stanford. Alors là aussi, c'est une particularité que on connaît en tant qu'universitaire, disons de façon un peu anecdotique, mais quand on regarde les statistiques, on est très impressionné de voir que les grandes universités américaines, en fait, sont peuplées d'Européens qui ont pris la décision de s'expatrier aux États-Unis. Voilà, alors j'en termine par un dernier point pour ne pas trop accaparer la parole, c'est évidemment la question très importante, c'est la question du retour au pays. C'est-à-dire qu'il y a, comme je viens d'indiquer, un certain nombre de Français, d'Anglais, d'Allemands, d'Italiens, etc., qui vont travailler aux États-Unis, et est-ce qu'ils restent dans ce pays ou est-ce qu'ils reviennent dans leur pays d'origine? Alors il faut voir que les motifs de départ sont extrêmement variés, puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui vont faire 2-3 ans d'études aux États-Unis, c'est prévu comme ça dès le départ, et qui reviennent ensuite. Il y a ceux, j'en ai pas parlé, qui sont assez nombreux, qui sont employés par une firme multinationale américaine ou européenne et qui ont une filiale aux États-Unis, et ceux-là peuvent obtenir un permis pour aller travailler quelques années aux États-Unis. Compte tenu de tout ça, d'après les évaluations que j'ai faites, au bout de 10 ans, si on regarde les Européens qui débarquent aux États-Unis, 10 ans après, il y en a 50% qui demeurent aux États-Unis, dans toute cette population. Alors, évidemment, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Compte tenu de la diversité de la population que j'ai citée, 50% c'est quand même beaucoup. Mais ça veut dire aussi qu'il y a... Bien sûr qu'il y a 50% qui reviennent dans leur pays d'origine, et ça veut dire qu'une bonne politique européenne ne doit pas viser à couper les ponts avec les États-Unis, mais c'est une meilleure redistribution entre les talents qui vont aux États-Unis, puis qui devraient aller, français par exemple, qui devraient aller travailler dans d'autres pays de l'Europe. Et il y a beaucoup de très bonnes universités, de très bonnes entreprises dans d'autres pays européens. Voilà la problématique qui est posée. Merci beaucoup. Alors, une autre raison très souvent évoquée du retard européen en matière numérique et d'intelligence artificielle désormais, c'est l'investissement européen, l'investissement privé européen qui est largement plus faible qu'aux États-Unis. Je crois que j'ai trouvé un chiffre dans une note récente de la Fondation Robert Schuman. Les États-Unis en 2023 ont investi, si on parle juste d'investissement privé, 249 milliards de dollars sur l'intelligence artificielle. C'est 35 fois plus que l'Allemagne, qui est le premier pays européen en la matière. Voilà, ça donne une idée des ordres de grandeur. Voilà, je vous laisse la parole, monsieur Helmut Bund. Merci beaucoup. Non, le sujet est extrêmement important.
je vais revenir sur la question que Dominique Redor a posée sur la question de l'attractivité des talents. Et c'est l'angle mort d'ailleurs de la politique de la recherche et de l'industrie en France et en Europe, c'est qu'on n'associe pas cette politique de puisement dans les talents mondiaux et la politique liée à l'aide à la recherche éventuellement. Donc moi je voudrais poser 3 questions et j'espère être dans les temps, mais vous m'arrêterez si vous voyez que je déborde. La première chose, c'est pourquoi est-il urgent de sanctuariser la recherche ? Y a-t-il un sous-investissement européen et français en particulier ? La deuxième question, c'est comment la sanctuariser, cette recherche ? Et pourquoi l'État doit jouer un rôle clé, même si ce n'est pas le seul. Et puis, troisième question, c'est le bouclage avec la question de comment favoriser la rétention. Alors, c'est un mauvais mot, mais c'est un terme qu'utilise l'OCDE dans ses rapports sur les migrations internationales. C'est le taux de rétention, c'est-à-dire la part des diplômés des universités françaises ou américaines, diplômés étrangers, qui restent aux États-Unis ou qui restent en France. C'est ce qu'on appelle le taux de rétention. C'est pas éloigné des chiffres que tu viens juste de donner. Alors, premièrement, pourquoi sanctuariser la recherche ? Bien, si on parle de sanctuarisation, c'est pas pour créer des sanctuaires, mais pour pérenniser et rendre irréversible un investissement majeur dans la recherche. Vous parliez tout à l'heure de l'IA. Pas plus tard qu'hier, M. Minch, qui a créé Mistral, on lui a posé la question de savoir pourquoi il était en France. Il a dit c'est la science, la recherche fondamentale. Et pourquoi la recherche ? La recherche, c'est la seule manière de répondre à des défis. Les défis sont nombreux, je ne vais pas du tout insister, démographiques, on aura 10 milliards d'habitants en 2050, santé, souveraineté, risques radicaux, de plus en plus élevés, sanitaires, climatiques. Voilà. Et donc, pour répondre à ces défis, il faut faire évoluer nos modes de vie en misant sur l'innovation. Et l'innovation, c'est le résultat de la recherche. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais si je veux rentrer dans les détails sur les chiffres. Alors, je vais venir sur la question de la compétence en IA dans un instant. Mais premier élément clé, c'est qu'on a en effet des dépenses globales de recherche et développement en pourcentage du PIB qui sont en France de 2,2%, en moyenne OCDE 2,7%, et donc en moyenne de l'Union européenne 2,3%. On est un peu en dessous de la moyenne de l'Union européenne, et elle-même en dessous des États-Unis, et un chiffre, la Corée du Sud, 5%. Voilà. La bonne nouvelle, donc on a un retard net en Europe, et en France encore plus, 2,3%, c'est pas grand-chose, 2,2%. Si on regarde les budgets qui sont mobilisés par la recherche et développement, ils ont été augmentés de près de 50% dans les pays de l'OCDE depuis 2019, contre 12,5% en France. Vous voyez la différence ? Et 36% pour l'Union européenne. Et 37,5% pour l'Allemagne. Donc nous, 12,5%, l'Allemagne, 37,5%. Et plus 59% pour les États-Unis. On revient à la question américaine. Donc il y a un problème de sanctuarisation, et quand il y a un problème de sanctuarisation, il y a un problème de volume. Alors, en dépenses publiques en pourcentage du PIB, la France s'en sort plutôt pas mal, 1,4%. On est dans la moyenne et un peu plus. Le problème de la France, c'est le sous-investissement privé en recherche. Voilà. Très nettement, on est en sous-investissement net privé en recherche. Donc, si vous regardez, vous enlevez la dépense publique et vous avez la dépense privée est insuffisante, et je vais y revenir dans un instant. La bonne nouvelle dans tout ça, parce qu'il faut toujours des verres à moitié pleins et vides, c'est qu'on peut inverser la tendance. La Belgique est passée de 2% il y a 15 ans à 3,4% de dépenses de recherche et développement pourcentage du PIB. La Corée du Sud est passée de 2% à 5%. 3 points d'augmentation. La France est restée quand même à un niveau relativement stable, très bas, malheureusement. Alors, si on regarde l'enseignement supérieur, donc si on recherche, la France était au 16e rang. Dans l'enseignement supérieur, on est au 17e rang mondial, avec 1,4% du PIB, contre 2,5% aux États-Unis et 2% en Norvège, par exemple, au Canada. Les dépenses par étudiant, encore un élément central, 17 000 € par étudiant quand on compte tout le système. On ne regarde pas les universités les plus pauvres, mais on regarde aussi l'ensemble des écoles, contre plus de 20 000 $ par étudiant dans les pays de l'OCDE. Et vous avez peut-être vu un article sur la Suède qui était dans Le Monde la semaine dernière, qui était très inquiétant, parce que les dépenses de fonctionnement augmentent considérablement, énergie, etc.,
tandis que la subvention publique pour l'enseignement, évidemment, décroît en termes réels du fait de l'inflation. Au total, vous avez un effet de ciseau qui fait qu'en Suède, même aujourd'hui même, ils sont en train de licencier des enseignants-chercheurs. Voilà. Donc on a une situation qui est une situation fondamentalement gravissime, parce que la recherche, c'est le cœur de la reconquête des avantages comparatifs. Il faut dire que j'ai fait ma thèse sur ces questions d'impact du changement technique sur la récupération des avantages comparés. Je continue à penser que c'est fondamental, mais alors le problème qui se pose, c'est que là, on est dans une situation de sous-investissement majeur dans la recherche, et en particulier dans la recherche fondamentale, en dépit du fait qu'en IA, par exemple, on est très bon. On est très bon en recherche. Mais la problématique de la fuite des cerveaux, c'est une problématique qui est fondamentale, et je vais y venir aussi dans un instant. Pourquoi la recherche ? Parce que l'ensemble des innovations de rupture majeure proviennent de la recherche fondamentale. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Si vous prenez l'ordinateur, le transistor, il est né de l'avènement de la physique quantique. Bon, donc c'est absolument clair que c'est la recherche fondamentale qui est le puissant producteur d'innovation. Si vous prenez l'IA, l'intelligence artificielle, elle est née dans les laboratoires de recherche publics, dans les universités, et elle est exploitée par les GAFAM, ce qui est tout à fait une autre question. Voilà, donc la recherche fondamentale et l'enseignement supérieur, ce sont les éléments clés de la réussite d'une politique de réindustrialisation. C'est d'autant plus important de sanctuariser, de parler de sanctuarisation, qu'on est obligé de sanctuariser d'autres dépenses, la dépense militaire, compte tenu des conflits dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Donc on est dans une situation où les choix publics doivent être des choix fondamentaux. Alors pourquoi seulement le public ? C'est quand même la deuxième question. Il n'y a pas que le public. On a en France un sous-investissement privé. Ça, il faut absolument le reconnaître. Ça ne veut pas dire qu'il faut désengager le public, mais ça veut dire qu'il faut pousser le privé à faire mieux. Et pourquoi y a-t-il un sous-investissement en recherche dans le privé, pardon. Vous connaissez la fameuse loi de Wagner, de la fameuse école historique allemande. Wagner, pas les musiciens, mais les historiens du monde de l'école historique allemande, essayaient de comprendre pourquoi vous aviez une hausse inexorable des dépenses publiques. Et l'une des questions, c'est que dans les biens communs, la recherche, la culture, la santé, il y a une aversion du privé, parce que ce ne sont pas des biens pour lesquels l'investissement peut être accaparé à 100%. Ce sont des biens publics, donc on ne peut pas en accaparer. D'où les droits de propriété intellectuelle, d'où toute une série de choses pour essayer de faire venir. Donc il y a une légitimité de la présence de l'État dans la stimulation de l'investissement en recherche. Mais comment le faire ? Bien sûr, il ne faut pas seulement penser à l'argent public, il faut faire venir de l'argent privé. Et si vous regardez les choses de près, eh bien vous vous rendez compte que ces dernières années, on a beaucoup investi sur les flux, mais pas sur les stocks. Alors moi, je préside une université, donc je vais vous dire, vous avez la loi de programmation de la recherche, vous avez les appels à projets. Tous ces appels à projets sont des éléments qui sont non pérennes, puisqu'il y a un moment donné où ils arrivent à la fin, et on a investi beaucoup, ce qui est bien, ce qui est sur les chaires de professeurs juniors, faire venir essayer de mieux attirer les compétences, etc. Mais les stocks sont laissés de côté, c'est-à-dire les laboratoires de recherche dans les universités, les enseignants-chercheurs. Les écarts de salaire, tu en as parlé, c'est 69% du salaire moyen des pays de l'OCDE. Donc en fait, on est dans une situation où on a investi sur le flux, mais on a un peu oublié le stock. Et le stock, c'est ça qui fait que le flux reste et entoure les universités et rend efficace la recherche. Alors, c'est pareil, deuxième problème, est-ce qu'il faut simplement financer par l'aval, par des programmes de type plan de relance, etc. Et c'est très très dangereux de ne faire que ça. On voit les problématiques malgré le CIR qui coûte 8 milliards d'euros par an, le crédit d'impôt recherche, eh bien, on a un sous-investissement en recherche privée. Donc il y a quand même quelque chose. Ensuite, quand vous regardez les choses de près encore, vous avez une toute petite problématique, c'est que, évidemment, il faut des start-up, parce qu'il y a une aversion au risque en France. On l'a vu avec la problématique du vaccin. On avait les connaissances en recherche, mais passer ensuite à l'innovation est un autre problème. Nos pépites les plus prometteuses finissent par passer sous pavillon étranger et sont rachetées par des groupes. Donc il pourrait y avoir une stratégie start-up industrielle et grands groupes.
on a des problématiques qui sont que les startups ou les entreprises privées sont souvent attirées par des choses qui sont moins du deep tech, ce qu'on appelle de la deep tech, c'est-à-dire de la technologie de rupture, que par les smartphones, des innovations incrémentales qui vont être ensuite marketées et être rémunératrices. Donc il y a un très très grand problème de capitaux et de frilosité des investisseurs à faire venir dans la recherche et dans la recherche fondamentale. Ce qui est très paradoxal, c'est que les États-Unis font ça beaucoup mieux que nous, alors qu'on est supposé être un pays dans lequel l'État est tout à fait présent et puissant. Donc, il y a une problématique de collaboration publique-privée à inventer, à continuer. Depuis la loi Allègre, les choses ont changé. Allègre a été, c'était donc en 92, il y a eu de grandes modifications pour favoriser le fait que la recherche fondamentale déverse sur des innovations. Il y a encore des progrès à faire, bien que je n'ai pas le temps de citer ce qui marche, mais il y a des choses aussi qui marchent tout de même. Alors, si on regarde maintenant le troisième point qui est... Rapidement, s'il vous plaît. C'est mon troisième point, mais je vais quand même vous montrer mes slides. Donc si vous pouvez me mettre mon premier slide, là c'est un rapport de l'OCDE qui a été paru en 2022 et qui mesure la pénétration en compétences en intelligence artificielle par secteur. Alors je n'ai pas pris tous les secteurs, j'en ai pris 2. L'éducation, dans le secteur de l'éducation, vous voyez que l'Inde ressort comme le premier pays à concentrer les compétences en IA, suivi par les États-Unis, Israël, Allemagne, Canada. Ensuite, tout en bas, vous avez la France dans la moyenne, juste devant la Chine. Alors, si vous prenez maintenant le deuxième slide, s'il vous plaît, qui est dans l'industrie manufacturière, voilà, parce qu'on parle de réindustrialisation, etc. Vous retrouvez la même hiérarchie. L'Inde, premier pays à concentrer les compétences en IA, suivi par les États-Unis, l'Allemagne, Israël, Suède, Singapour, Canada, Chine, vraiment pas très loin, Japon, et puis la France est quand même assez loin, et avec le Royaume-Uni. Donc on a une concentration, et si je prends les autres secteurs, vous avez les mêmes hiérarchies à peu près. Concentration énorme des compétences en Inde et aux États-Unis. Mais troisième slide, et c'est le dernier, vous allez voir, là c'est la concentration des talents. Et là, vous voyez, ouais, c'est toujours la même hiérarchie, à peu près. Le dernier slide, encore un autre peut-être, ou à moins que je l'ai oublié. Voilà, c'est celui-là que je voulais vous montrer. C'est celui-là, je l'aime beaucoup celui-là, parce qu'il va dans le sens de ce que tu viens de montrer. C'est-à-dire, ici, on a la demande internationale relative pour les compétences en IA. Et qui est le premier demandeur international de compétences en IA ? Les États-Unis. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent même devant l'Inde. L'Inde n'apparaît pas ici. L'Inde est un concentrateur de compétences. Mais celui qui est l'utilisateur mondial de ces compétences, ce sont les États-Unis. Et là, vous avez quelque chose... Et le Royaume-Uni, c'est pas pour rien que nous avons un campus à Londres, alors de film. Parce qu'on veut se développer à Londres, parce qu'il faut être présent à Londres. C'est une zone d'attractivité remarquable. Alors pourquoi on a cette attractivité aux États-Unis et au Royaume-Uni ? Et pourquoi en Allemagne aussi, la France n'apparaît pas ici dans le sujet. C'est parce qu'il y a des stratégies aussi d'amélioration des taux de rétention. Il faut, je vous donne les chiffres, tu as dit 50% pour le cas que tu as cité. En moyenne, dans le dernier rapport de l'OCDE qu'on a sur les talents et sur les migrations internationales, Canada, États-Unis, Allemagne, le taux de rétention est supérieur à 60%. Je trouve que j'ai fait un papier dans les Échos que je pourrais vous envoyer là-dessus, sur la politique d'attractivité. Et en France, on est à peu près 2 fois moins en termes de rétention, ce qui est un gâchis. Parce que quand vous avez attiré des étudiants qui travaillent dans vos universités, ne pas mettre en place des mécanismes d'incitation à ce qu'ils restent, et la loi sur l'immigration récente a été une débilité totale. Heureusement, notre ministre de l'Enseignement supérieur, éclairé comme elle fut, a résisté, et ça n'a pas été présent ensuite dans la loi, mais c'est juste une absurdité, une contre-productivité incroyable, que de se passer de gens que vous avez formés et qui pourraient vous... Alors, il y a des stratégies ensuite, dans mon intervention, j'avais envie de dire aussi comment en fait on peut avoir une stratégie d'internationalisation. Je n'ai plus le temps, mais j'y reviendrai peut-être dans la discussion. Mais je trouve que c'est clé de lier la question de la dépense en recherche. Et la dépense en recherche publique, ça tombe bien parce qu'elle est rentable. Le rapport CAE, Conseil d'analyse économique, sur l'investissement dans la recherche, c'est l'investissement public le plus rentable parce qu'il est autofinancé.
Quand vous distribuez des salaires, etc., vous avez de la fiscalité, il y a des décalages temporels entre le moment où vous investissez ou le moment où vous récupérez, mais l'investissement public en recherche et en enseignement supérieur, c'est l'investissement le plus rentable. Il est totalement autofinancé. Donc il faut y aller, bien sûr, mais il faut faire venir le privé, qui est très frileux, et le faire venir sur des vraies innovations, la vraie recherche. Et puis il faut avoir une stratégie vraiment active d'attractivité des compétences internationales, mais pour ça, il ne faut pas se plonger dans des politiques très agressives à l'égard de toute mobilité internationale, parce qu'il y a un lien entre la politique d'agressivité et l'attractivité des compétences. Merci. Merci à vous. Alors ça fait justement le lien avec le troisième sujet. On a parlé beaucoup de mobilité internationale. Maintenant, on va se concentrer un peu plus sur la mobilité intra-européenne avec vous, Stéphanie Boutsmaniuk. Oui, tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis très contente d'être ici. D'abord, je voudrais faire 2 constats. Le premier, on l'a bien compris, l'intelligence artificielle n'est pas si artificielle que ça. Il y a une forte nécessité d'un capital humain important. Le deuxième constat, c'est que le marché européen du numérique et de l'IA est très très concentré géographiquement sur quelques zones seulement. Aussi, les centres d'innovation concernant l'IA sont concentrés sur quelques régions en Europe, qui sont en Allemagne, en France, aux Pays-Bas aussi, et même vraiment régionales. Donc Île-de-France, Oberbayern en Allemagne et Nord-Brabant aux Pays-Bas. Donc ça veut dire les personnes, donc ce capital humain dans l'Union européenne doit se déplacer pour exercer son métier et pour contribuer à cette excellence que l'Union européenne souhaiterait atteindre au niveau de son marché numérique et de l'IA. C'est pas un problème que les professionnels dans le secteur de l'IA sont pas mobiles, ils sont plutôt très mobiles, avec à peu près 42% des professionnels d'IA qui sont qualifiés comme mobiles par le Global AI Talent Tracker. Et pour l'Union européenne, ça devrait être une bonne nouvelle parce que l'Union européenne est un espace de libre circulation. Ce serait la condition parfaite en fait pour un marché dynamique dans lequel les cerveaux peuvent circuler librement. C'est une image un peu étrange, mais c'est ça ce qui devrait se produire, sans frontières et sans obstacles à l'innovation. Et historiquement, même depuis le traité de Rome, depuis 1957, la liberté de circulation, à l'époque seulement pour les travailleurs, était garantie dans la communauté européenne à l'époque. Ça veut nous dire que même à l'époque, les pères fondateurs, ils ont compris que pour avoir un marché dynamique, il faut avoir la possibilité, les Européens doivent avoir la possibilité de se déplacer librement, aller travailler ailleurs dans les différents États membres. Aujourd'hui, la mobilité des Européens est très bien garantie dans les traités. Par exemple l'article 3 du traité sur l'Union européenne, par l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aussi par la Charte européenne des droits fondamentaux, ça c'est l'article 45. Donc juridiquement, il n'y a pas de problème. Un passeport national d'un pays européen est un passeport européen. Ça c'est très important. Dans la réalité, on voit quand même par contre que peu d'Européens vraiment profitent de cette possibilité. Il y a environ 3,7 millions d'Européens mobiles, ou de migrants internes, ça dépend comment on veut les qualifier. Ça fait à peu près 3,1% de la population européenne qui vit, travaille, fait des études et à la retraite dans un autre État membre. Aux États-Unis, les domestic migrants sont plus nombreux par rapport à la population. Ça dépend des années, mais c'est autour de 10 à 12%. Donc ça montre que c'est plus facile aux États-Unis de se déplacer que dans l'Union européenne, qui devrait être un espace de libre circulation également. Donc les Européens ne saisissent pas tellement ce droit qu'ils ont acquis à travers la construction européenne. Et malgré le fait aussi que ce droit-là est vu comme un des meilleurs acquis de la construction européenne dans les eurobaromètres,
on voit que les Européens pensent que c'est une très bonne chose et que c'est très important aussi cette libre circulation pour notamment le bon fonctionnement du marché du travail. Le problème, c'est que, et c'est un problème majeur aussi pour le bon développement du marché numérique et du développement de l'intelligence artificielle au sein de l'Union européenne, le problème, c'est que cette mobilité interne est toujours très limitée par des problèmes administratifs et pratiques. Par exemple, les travailleurs hautement qualifiés, souvent, font toujours face à des discriminations, par exemple, au moment de l'embauche, parce que le futur employeur leur demande des documents supplémentaires qui ne devraient même pas être demandés parce qu'ils ont déjà le passeport européen, donc ils devraient juste être capables de travailler simplement dans ce nouveau pays d'accueil. En plus, la reconnaissance des diplômes de jurés est très bien encadrée par les accords européens. Par contre, de facto, souvent les employeurs ne sont pas ne savent pas qu'un diplôme roumain vaut la même chose qu'un diplôme français, par exemple. Ça veut dire qu'il y a une certaine préférence pour les travailleurs locaux qui parlent la langue aussi du pays et qui ont suivi le parcours universitaire qui est connu par l'employeur. Ça a comme résultat que, surtout dans un marché numérique ou dans un marché concernant l'intelligence artificielle, ça ralentit les processus. Et dans un marché d'IA, c'est très très problématique parce que ça devrait être un marché qui fonctionne vite, qui est rapide, avec des innovations qui arrivent tous les jours, même toutes les minutes, il y a une nouvelle innovation. Donc si déjà le moment d'embauche est compliqué à cause des problèmes administratifs qui ne devraient pas avoir lieu, c'est un problème. Après, il s'ajoute d'autres problèmes pratiques pour les personnes qui veulent vivre et travailler dans un autre État membre. Ce sont par exemple les discriminations au marché du logement. Souvent, par exemple en France, on sait que souvent un garant est demandé qui est fiscalisé en France. Et ça peut être très difficile d'avoir un garant pour quelqu'un qui vient d'arriver dans ce nouveau pays. Donc c'est difficile de se loger, et si c'est difficile de se loger, c'est certainement difficile de travailler ou de faire des études ou de faire de la recherche. Pareil pour l'ouverture d'un compte bancaire. Il y a souvent la situation un peu étrange que pour pouvoir ouvrir un compte bancaire dans un autre État membre, il faut avoir parfois un téléphone mobile, un numéro de téléphone mobile de cet État membre. Et pour avoir un numéro de téléphone mobile de cet État membre, il faut avoir un compte bancaire de cet État membre. Donc voilà, là il y a un vrai souci. Et s'il y a plein de petits problèmes comme ça qui ralentissent le processus, ça veut dire que soit on décide on ne va pas le faire, de toute façon on reste dans le pays d'où on vient, ou peut-être on se dit, dans ce cas-là, je vais aux États-Unis parce que c'est là-bas encore plus attirant et il y aura peut-être aussi des problèmes administratifs, mais au moins là-bas, il y a plus d'opportunités. Donc, ce sont des soucis qui existent toujours dans notre marché, qui seraient théoriquement uniques et qui serait un espace de libre circulation, mais il n'est toujours pas réalisé et ça, c'est quelque chose qui représente des obstacles pour les étudiants qui souhaitent s'orienter vers l'IA, pour les chercheurs qui souhaitent faire de la recherche dans ce domaine, pour les travailleurs qualifiés de ce domaine. Et tous ces obstacles simplement freinent le développement du marché unique et de l'IA en Europe, même si l'Europe aurait un potentiel énorme en tant que talent. C'est pas ça le problème. J'ai vu qu'un tiers des talents IA des universités américaines sont des Européens. Donc ça veut dire que c'est pas ça notre problème.
Voilà, c'est pas que, après il ne faut pas non plus être fataliste, ça peut être amélioré, surtout parce que la législation existe pour que cela fonctionne, mais elle doit mieux être appliquée et aussi mieux être connue, parce que souvent le problème c'est aussi que les personnes qui se déplacent ne sont pas informées, les personnes qui emploient ne sont pas informées. Ça, c'est aussi un tout petit peu une question de langue, et là, j'espère que l'IA pourra nous aider, parce qu'on a dans l'Union européenne 24 langues officielles. Aux États-Unis, il y a juste l'anglais qui domine totalement. Donc, là, il y a un petit problème dans l'Union européenne, mais ça, c'est pas grave, parce que l'IA, à mon avis, pourra contribuer à, par exemple, créer une plateforme unique qui recense toutes les démarches administratives et pratiques à faire, par exemple, dans tous les États membres, dans les 24 langues. Donc, à mon avis, ça peut s'améliorer aussi assez facilement grâce à l'IA. Merci. Merci beaucoup. Donc, on vient de parler d'un principe européen, effectivement, de libre circulation qui était insuffisamment appliqué, ou en tout cas dans les faits qui était insuffisamment concret. On va passer cette fois-ci à une autre politique européenne qui est installée depuis longtemps, la politique européenne de la concurrence, qui, selon vous, David Kayla, est génératrice de problèmes, en tout cas en matière d'économie numérique. Oui, alors c'est vrai que quand on parle d'attractivité des économies, il faut quand même ne pas oublier que les GAFAM sont américaines, nord-américaines. C'est-à-dire que si on veut avoir des emplois bien payés, si on veut vraiment intégrer un projet qui va être disruptif au sens où qui va avoir un impact mondial, de fait, il faut être embauché par une GAFAM. Enfin, je veux dire, on n'a pas ces grandes entreprises en Europe. Donc, il faut se poser la question, pourquoi on n'a pas ces grandes entreprises en Europe quelle est l'infrastructure qu'il y a derrière et qu'est-ce que ça pose comme question en matière de politique réglementaire. Alors, le secteur du numérique, bien de fait, il est concentré. Il est concentré entre quelques grandes entreprises qui sont ultra dominantes. Et ce n'est pas par hasard, en fait, que ces entreprises sont dominantes. C'est-à-dire que le secteur du numérique, ce n'est pas un secteur économique qui fonctionne comme n'importe quel autre secteur industriel. Par exemple, les manufacturiers automobiles, il n'y a pas de souci. En Europe, on a beaucoup de manufacturiers automobiles. Et d'ailleurs, on a partout. Dans tous les grands ensembles continentaux, il y a des manufacturiers locaux. Il n'y a pas plusieurs Google, il n'y a pas plusieurs Microsoft, il n'y a pas plusieurs Apple. Et ça, c'est pour une raison simple. C'est que le secteur du numérique, c'est un secteur qui fonctionne avec un principe de coût qui est tout à fait spécifique. C'est-à-dire qu'on a des coûts d'investissement, des coûts fixes très élevés et des coûts marginaux qui sont très faibles et qui sont souvent nuls. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, quand on veut construire un logiciel, produire un logiciel, eh bien, on a besoin d'une armée d'ingénieurs qui produisent ce logiciel. Et une fois qu'il est produit, pour le distribuer, pour le reproduire, ça coûte quasiment rien. Il suffit d'avoir une connexion Internet et n'importe qui peut accéder à ce logiciel. Et ces effets coûts fixes élevés, coûts marginaux faibles, eh bien, ils poussent à la concentration. C'est-à-dire que l'entreprise qui a le plus grand marché va pouvoir diviser ses coûts fixes par une grande quantité d'unités vendues. Et du coup, eh bien, elle va pas pouvoir être concurrencée par un nouvel intrant. Et d'ailleurs, c'est un truc intéressant. Microsoft, c'était le leader du numérique dans les années 90, puisqu'il était... c'était le système d'exploitation Windows qui était le plus diffusé. C'est toujours le leader dans l'industrie informatique. Et maintenant, il s'est beaucoup investi dans les réseaux sociaux avec LinkedIn et d'autres choses. Deuxième effet qui est spécifique à l'industrie numérique, les effets de réseau et d'entraînement. Alors, ces effets de réseau, c'est que l'univers numérique, l'environnement numérique, c'est un environnement dans lequel on est un peu piégé et dans lequel on va s'inscrire parce que plus on est nombreux à utiliser un réseau social, par exemple, plus il est intéressant d'être dans un réseau social. C'est-à-dire que là aussi, pareil, créer un nouveau réseau social concurrent à X, vous avez vu toutes les tentatives qui ont été menées, c'est-à-dire que quand il a été racheté, Twitter a été racheté par Elon Musk, beaucoup de gens se sont dit mais on veut pas rester dedans, sauf que les autres n'arrivent pas à émerger parce qu'il y a l'effet de réseau qui empêche l'émergence d'un nouveau réseau. Et puis, dernier élément qui est lié à l'IA, l'exploitation des données personnelles. C'est un enjeu extrêmement important. En fait, plus on est fort, plus on a de marché, plus on a d'utilisateurs, plus on capte de la donnée. Et la donnée aujourd'hui, c'est la matière première pour améliorer son service, mais aussi pour
créer des systèmes d'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle est nourrie par les données qu'on va collecter. Et donc là aussi, c'est un avantage pour le plus grand. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire finalement tout ça? Ça veut dire que le fonctionnement de l'économie numérique, il tend à produire des géants, naturellement. Et on sait que quand il y a des géants, eh bien, on n'arrive pas à mettre en place une politique de régulation de la concurrence parce qu'en fait, on va détruire l'efficacité de ces géants en les divisant. Et c'est la raison pour laquelle on n'a jamais cherché à démanteler Microsoft ou Google ou d'autres géants du numérique. Évidemment, pas au niveau des États-Unis, parce qu'ils n'ont pas finalement d'intérêt, mais même en Europe, on n'a pas cherché à les démanteler. Alors ça, on sait que ça depuis longtemps, puisque un économiste prix Nobel d'économie, Oliver Williamson, en 1968, écrivait déjà qu'en cas de rendement croissant, eh bien, le monopole pouvait être le système le plus efficace, et dans ce cas-là, il fallait adapter la législation. Alors justement, le droit européen, il essaye finalement de gérer ces monopoles. Et il le fait avec quand même une idée derrière qui est que quand même le marché c'est bien et la concurrence c'est bien. C'est-à-dire que l'Union européenne, elle est un peu tiraillée entre deux choses. L'idée sur laquelle il faudrait un marché concurrentiel parce que c'est comme ça qui est efficace, et puis l'impossibilité matérielle de créer ce marché concurrentiel dans le numérique. Alors qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Eh bien, elle essaye de réglementer avec une idée qui est au cœur de la doctrine européenne de la concurrence, qui est de dire que, en fait, pour les Européens, la question de la concurrence n'est pas qu'une question de baisse des prix, comme ça peut être vu notamment par les Américains, mais c'est surtout un problème de garantir l'accès au marché. C'est-à-dire que ce qui est au cœur de l'économie sociale de marché et de tout ce mouvement ordolibéral qui a quand même participé à la création de l'Union européenne, c'est l'idée que quand on a un monopole, eh bien, le monopoleur peut empêcher quelqu'un d'accéder à son service, d'accéder à son marché. Et en fait, quand on regarde ce qu'essaie de faire l'Union européenne en termes de réglementation, c'est pas de démanteler le monopole parce que c'est pas possible, mais c'est de permettre que ces monopoles n'empêchent pas quelqu'un d'accéder au marché. Et puis il y a une autre chose qu'essaie de faire la législation européenne, c'est de faire réapparaître des marchés, c'est-à-dire, par exemple, c'est l'exemple du RGPD. Le règlement européen donc, de la protection des données personnelles, c'est un règlement qui est fondé sur l'idée qu'il y a une forme de transaction qui se crée entre l'utilisateur du service, qui va concéder au service aux géants du numérique l'exploitation et l'utilisation de ces données personnelles. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va observer le comportement de l'internaute, extraire de ce comportement des données, et puis traiter ces données, souvent d'ailleurs avec de l'IA. Et donc, quand on accepte les cookies, quand on accepte, souvent on nous demande maintenant d'accepter un certain nombre de choses d'utilisation des données, eh bien, en fait, on a une forme de transaction. Comme si la donnée devenait une forme de marchandise fictive. Je fais référence à Karl Polanyi, qui expliquait que l'idée d'étendre la logique du marché à tout poussait finalement les législations à considérer comme des marchandises des choses qui n'en sont pas. Il faut bien comprendre que la donnée n'est pas une marchandise, en fait. C'est comment on se comporte sur un site Internet. Mais on va traiter cela avec le RGPD comme si c'était une marchandise, comme s'il y avait une relation commerciale entre l'utilisateur et la plateforme qu'il va utiliser. Alors, le problème, c'est que cette double vision, c'est-à-dire l'idée qu'il faut, si on ne peut pas démanteler les monopoles, il faudrait que les effets de la concurrence soient quand même présents, donc on va garantir l'accès au marché, et puis que si on peut, ça serait bien d'organiser une forme de transaction quand même lorsque c'est possible, c'est le règlement RGPD. Eh bien, toutes ces questions, à mon avis, elles manquent un aspect extrêmement important du secteur du numérique, et qu'on va voir aussi arriver dans l'IA, c'est que la question fondamentale que pose le développement de ce secteur, ce n'est pas simplement un problème de concurrence ou d'accès au marché, c'est plutôt un problème de disparition du marché. L'économie numérique, c'est une économie dans laquelle les plateformes vont rendre des services aux gens qui seront ceux qu'on sont censés rendre les marchés, mais d'une manière différente. Je prends deux exemples, Uber et YouTube. En fait, dans les deux cas, on a des plateformes de mise en relation d'une offre et d'une demande. Uber, on a les chauffeurs, on a ceux qui vont utiliser le service. YouTube, on a ceux qui vont créer le contenu et puis ceux qui vont le regarder. Et en fait, ce que font ces plateformes, c'est qu'elles utilisent des algorithmes, justement, pour permettre d'organiser l'offre et la demande,
mais pas dans le cadre d'un espace public où chaque partie va négocier librement, puisque le tarif de la course Uber ou la rémunération du créateur de contenu sera décidé par l'algorithme. Et même la capacité d'accéder pour YouTube à tel ou tel public sera décidée par l'algorithme. C'est-à-dire que c'est un système qui est hyper centralisé. Et le paradoxe, c'est que du coup, le marché disparaît. C'est-à-dire que le prix n'est pas le produit d'une négociation centralisée. L'organisation de l'appareillement entre offre et demande n'est pas le produit d'une forme là aussi, du comportement des individus eux-mêmes. C'est une plateforme qui va organiser de manière opaque, en utilisant un algorithme privé, de propriété privée de la plateforme. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, on va avoir la plateforme qui va elle-même agréger l'information disponible en utilisant les données personnelles, qui va créer un prix, qui va imposer ce prix aux deux parties et qui va en fait faire ce que le marché est censé faire. Et d'ailleurs, ceux qui connaissent un peu l'histoire de la pensée savent que Hayek, en 1945, avait justement dit qu'il est impossible à une autorité centralisée de collecter l'ensemble de l'information et de créer des prix. C'était la grande critique de l'Union soviétique par les libéraux de l'époque. Mais en fait, les plateformes, elles font exactement ce que Hayek disait qui était impossible. C'est-à-dire qu'elles arrivent à agréger de l'information, y compris de l'information cachée, parce que le comportement révèle de fait de l'information cachée, pour créer des prix de toutes pièces. Mais ce n'est pas un marché, ça. Puisque le marché, c'est au contraire une place publique, un lieu public où chacun est libre de négocier. Mais là, il n'y a plus de négociation. En fait, on transfère à la plateforme la capacité de négocier. Et donc, c'est un peu ça mon message aujourd'hui, puisqu'on parle du retard européen. L'Union européenne, elle essaye de mettre en place une réglementation qui vise à penser le numérique un peu comme un marché où il n'y aurait pas assez de concurrence, où il n'y aurait pas assez d'accès. Mais elle ne pense pas l'économie numérique comme en fait une rupture fondamentale dans les relations entre offre et demande et comme finalement des systèmes de domination. Et ces systèmes de domination, mais ce n'est pas ce qu'on pourrait attendre du marché. Et dans ce cas-là, ce qu'il faudrait faire pour réglementer ces plateformes, ce n'est pas simplement utiliser le droit commercial en disant il faut que la contractualisation se fasse avec le consentement des parties qui sont bien informées, et alors qu'ils ne le sont pas suffisamment dans l'économie numérique. Non, ça serait de s'inspirer du droit social, du droit du travail en particulier. Parce que le droit qui permet de comprendre, d'appréhender une relation inégalitaire, domination-dominant, c'est le droit du travail. Et en fait, il faudrait s'inspirer non pas du droit de la concurrence, mais du droit du travail pour réorganiser les fonctionnements, les rapports de force qui existent entre ces plateformes et les usagers. Et donc, j'en termine là parce que je crois qu'il faut laisser la place au débat. Ce que je viens de dire, c'est qu'il y a une forme de domination, de relation de domination dans l'utilisation des plateformes entre les propriétaires des plateformes et les usagers. Mais en fait, aujourd'hui, comme je l'ai dit aussi, les GAFAM, elles sont toutes américaines. Et donc la question qu'on doit se poser également, c'est étendre cette réflexion et en faire de la gestion et de la régulation de l'économie numérique aussi un outil géopolitique et un outil de extraire l'Union européenne de cette relation de fait de dépendance qu'elle a. Parce que quand on parle de dépendance d'individus à des plateformes qui sont toutes américaines, en fait on parle de la dépendance de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. Et donc c'est ce changement paradigmatique, si je puis dire, qu'il faut vraiment faire. On ne peut pas considérer qu'il y a des marchés qui sont juste imparfaits. Il faut accepter le fait que dans de nombreux endroits, les marchés disparaissent et qui sont transformés par des rapports de force. Et dans ce cas-là, on ne régule pas les rapports de force comme on régule des marchés. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Je me tourne vers les organisateurs pour savoir s'il y a un peu de temps pour les quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, monsieur ? Monsieur ici. Bonjour, moi je travaille dans le commerce international, donc dans un organisme public qui favorise la connaissance du savoir-faire français et du coup l'export du savoir-faire français. Ça s'appelle Business France. Et dans la question, c'est quelle réponse Europe ? Qu'est-ce que vous pensez de l'identité numérique européenne ? Puisqu'en fait, on associe, les modèles informatiques ont associé plateforme, ça je vous rejoins, et intelligence artificielle, donc dans un système informatique qui ne crée pas de la concurrence d'ailleurs, dans une règle de concurrence mais sans concurrence. Et donc on rentre dans ces plateformes par un authentifiant.
on accepte en fait une identité qui varie selon chacune des plateformes. On a une adresse bien sûr IP, donc Internet Protocol, on rentre dans une IP, mais on se reconnaît, on s'identifie dans un monde de plateformes sur lequel après sont construits les algorithmes. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que là, l'Europe crée une identité numérique européenne. Bientôt, il y aura 450 millions de citoyens européens qui vont interagir dans un monde de services au travers des services publics tout le temps. Donc, ils vont s'habituer petit à petit à appeler leur identité numérique, comme DocaPost, etc. Donc, ça va créer un engouement et favoriser. Donc, est-ce que c'est un game changer, entre guillemets, en bon français, dans cette culture de l'intelligence artificielle et des plateformes? Je ne sais pas qui veut répondre. Votre question était posée aux 4 intervenants. Peut-être, je ne sais pas, c'est un outil qui est censé notamment favoriser la mobilité aussi des Européens, ce projet d'identité européenne qui va permettre, je ne sais pas si Madame Boutzmaniouk souhaite y répondre. Oui, donc l'idée générale, on trouve dans ce qu'on appelle l'espace de données européen, qui serait unifié, parce que ce à quoi vous faites référence, ça nous renvoie à l'exposé de Stéphanie et au problème de mobilité. C'est-à-dire que les projets européens consistent à essayer de créer des plateformes et des identifiants qui soient communs à tous les pays européens. Alors ça peut être au niveau des secteurs d'activité, donc les professionnels bien sûr sont sollicités. Ça peut être aussi bien sûr au niveau des administrations, parce que dans les obstacles à la mobilité, il y a le fait que si vous êtes français, vous avez travaillé en Allemagne, vous n'êtes pas sûr que votre retraite va suivre, ou que voilà. Donc cette initiative-là, elle est bien sûr tout à fait souhaitable, et elle va dans le sens de créer une mobilité. Et quand on compare avec les États-Unis, aux États-Unis, quand vous passez d'un État à un autre, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire tout un tas de démarches administratives. Voilà, donc c'est une bonne initiative. Maintenant, est-ce qu'on sera capable de le faire? C'est une autre question. Je pense qu'il faudra en parler dans 5 ans. Je peux peut-être réagir parce que je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris, mais il s'agirait d'avoir une identité numérique qui nous permet d'accéder aux plateformes. C'est ça, si j'ai bien compris. Mais moi ça m'inquiète un peu, hein, parce que là, par exemple, aujourd'hui, si on veut créer un compte, je sais pas, sur Facebook, un deuxième compte, on peut tout à fait créer on a une nouvelle adresse email, et puis on a un deuxième compte ou un troisième compte. Et finalement, on n'a pas forcément de lien direct à part son adresse email avec soi-même. Si on organise un système où chaque personne a une identité numérique validée par les autorités et une seule, et dans lequel il va utiliser pour aller dans toutes les plateformes, pour moi, ça pose un problème de liberté individuelle. Hein. Alors, je ne sais pas, pour moi, ce n'est pas clair. C'est une référence, sans jamais obliger. Vous avez un modèle avec une identité. Si vous avez envie de choisir de rentrer dans une plateforme avec votre identité, vous le faites. Si vous n'avez pas envie de choisir, voilà, oui, c'est une confiance numérique. Personne ne vous oblige à rappeler votre identité numérique, mais peut-être qu'au bout d'un moment, les gens le feront. Et peut-être qu'on ne pourra pas s'inscrire à certains services si on n'a pas donné son identité numérique. Pour le moment, il n'y a pas cette obligation. Pour le moment, oui. Mais si on crée ça... On va devoir malheureusement clôturer ce débat. Donc je vais inviter Pierre-Pascal Boulanger et Julien Pillot sur l'estrade. Merci à tous, merci aux intervenants. Cette 12e édition se termine sur une session donc, des économistes atterrés. Et je voudrais vous dire que je suis très particulièrement heureux de cette 12e édition qui a été particulièrement difficile. Mais pour rappel, quand même, le Printemps de l'économie, dont le but, je le rappelle, la méconnaissance en économie est une menace pour la démocratie. Le Printemps de l'économie, c'est une opération pluraliste. Et donc voilà pourquoi nous avons un conseil scientifique pluraliste. Dominique, tu en fais partie. Et voilà pourquoi, au Printemps de l'économie, tout le monde a droit à la parole. Nous avons donc la Banque de France, la Caisse des dépôts, des grandes écoles, et nous avons les économistes atterrés. Et nous avons certaines années l'APSES ou d'autres.
Voilà. Donc, bravo pour tous ces partenaires qui nous font confiance. Cette année également, c'est la première année où 47% de nos intervenants étaient des femmes. Et donc, on est très content d'avoir réussi à progresser vers cet objectif. Je ne peux pas vous dire quel sera le thème de l'économie, du printemps de l'économie de l'an prochain. Mais enfin, en tout cas, on va continuer à œuvrer dans ce sens. Je voudrais remercier le public nombreux qui est venu en présentiel au Conseil économique, social et environnemental. Je voudrais remercier les établissements scolaires, les salles de retransmission que nous avons nous-mêmes ouvertes et créées. Mais alors là où je suis très surpris, j'ai été bluffé, c'est des gens qui nous connaissent et qui d'eux-mêmes, sans qu'on leur demande, je peux vous promettre que nous n'avons pas organisé toutes les salles de retransmission. Donc merci à l'Université de Guyane, merci à Lisbonne, merci à Malaga, merci à Séville. Il y avait Swansea au Pays de Galles. Il y avait même une maison de retraite d'ailleurs où on a un monsieur passionné d'économie qui a fait une salle de retransmission. Merci à d'anciens étudiants de l'INSEC d'avoir, alors qu'ils sont en alternance, d'IRCOM, organisé dans leur boîte des salles de retransmission. On a eu ça à Saint-Gobain, on a eu une salle de 100 personnes à Safran. Voilà, c'est magnifique. Donc, que le printemps de l'économie fasse des petits, il est là pour ça. Et je laisse la parole à quelqu'un qui est très, 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 très impliqué dans le printemps de l'économie, non seulement en tant qu'intervenant, mais pour tous les coups de main qu'il nous donne parallèlement dans l'organisation, la recherche de nouveaux partenaires et surtout, le gros souci, le financement. Merci. La personne à remercier, c'est d'abord toi, Pierre-Pascal, parce que sans toi, cet événement n'aurait pas lieu. Tu donnes de ta personne, je suis en première ligne pour le voir, pour pouvoir toute l'année créer les conditions pour que cet événement ait lieu, et je pense que les principaux remerciements te reviennent. Il faut également remercier évidemment toutes les personnes qui savent faire en coulisses pour organiser cet événement. Il y a une grosse logistique derrière. Donc la partie technique, la partie relationnelle, la partie communication évidemment, et puis tous les partenaires qui nous font le plaisir de nous, déjà de nous soutenir financièrement, et puis aussi de nous proposer des sessions qui sont extraordinaires, avec des intervenants de très 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 haut niveau, de très grande qualité, des journalistes pour animer les débats qui font vivre ces sessions, qui posent les bonnes questions. Il n'y aurait pas de bonnes réponses, il n'y avait pas de bonnes questions. Donc encore une fois, bravo à toutes ces personnes impliquées et merci surtout. Je vais faire extrêmement court parce qu'on est tous très fatigués. La semaine a été extrêmement riche mais aussi éprouvante. Je voulais juste dire que pour Omnes Éducation, que je représente en qualité de directeur de valorisation de la recherche de ce groupe d'enseignement supérieur et de recherche, les printemps de l'économie, c'est quelque chose d'essentiel parce que c'est un lieu de transmission, c'est un lieu qui crée du lien, c'est un lieu qui crée de la transmission de savoir. Et nous, la pédagogie, c'est notre cœur de métier, mais c'est aussi un événement citoyen. Et la citoyenneté, il en a été très fortement question pendant toute cette semaine de débat. Et si je devais synthétiser cette semaine de débat en quelques mots, je pourrais dire que l'Europe, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. D'ailleurs, je crois que le printemps de l'économie n'a jamais aussi mal porté son nom. Parce qu'on a pu comprendre à travers cette semaine de débat que l'économie ne suffit pas, en fait, pour comprendre et appréhender toute la complexité du projet européen. L'économie, elle est là, elle est présente, elle est essentielle, mais on a eu besoin de l'expertise politique, on a eu besoin de l'expertise de climatologues, on a eu besoin de l'expertise scientifique, on a eu besoin de tout un tas de corps de métiers et de disciplines qui, en complémentarité, nous permettent de mieux appréhender cette complexité. Donc l'Europe, c'est effectivement un projet qui est encore relativement jeune, en fait, à l'échelle de l'histoire. Et effectivement, il y a des réussites, il y a des échecs et il y a surtout des défis. Et la complexité des défis qui s'annoncent pour l'Europe, et c'est ce que j'ai compris, moi, cette semaine, à travers le défi de la transition énergétique, le défi de la transition écologique,
le défi de la transition démographique, le projet de la défense européenne alors que la guerre est à nos portes, et puis les problématiques de financement de la transition et de nos systèmes sociaux. Cette complexité porte beaucoup des débats, en fait, à un niveau de résolution qui ne peut plus être uniquement national, qui est international et qui est surtout européen. Ce qui va pouvoir nous faire avancer, ce qui va pouvoir nous permettre de relever ces défis, c'est des outils qui existent déjà, la monnaie par exemple, le système éducatif européen dont on peut être très fier, et d'autres outils qui restent à soit affiner, soit à créer, de façon à pouvoir avancer ensemble, parce que c'est ensemble qu'on pourra faire face à ces défis. Et donc c'est ça que je retiens de cette semaine du printemps de l'économie, c'est que l'Europe, c'est quelque chose de complexe, parfois d'un petit peu lointain, mais c'est surtout un projet qui est extrêmement vivant. Et quand je vois derrière moi, un petit peu partout sur les kémonos, la baseline des printemps de l'économie qui est « Emparez-vous de l'économie », j'ai envie de vous dire, vous, nous tous, citoyens européens, emparons-nous de l'économie, mais emparons-nous aussi des institutions européennes. Merci pour votre attention. Et à l'année prochaine.